Bienvenue, Kamel Dissaoui. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'EMSI, l'École marocaine des sciences de l'ingénieur. Alors, j'ai envie de vous dire, Kamel Dissaoui, que vous êtes le rayon de soleil de ces dernières semaines, de ces derniers jours. Merci de ce constat. Constat sur la base positif pour l'institution, non pas pour Kamel Dissaoui en tant que personne. Oui. L'EMSI, effectivement, a, depuis un certain nombre de mois, 3 mois, glané 8 médailles d'or, 1 médaille d'argent et un certain nombre de distinctions. Médaille d'or à Moscou, c'était lors du salon Archimède, c'est ça? Ça a commencé par là, Genève ensuite, 2 médailles d'or, et vous avez fini lors du salon de l'innovation, de la créativité et de l'innovation en Roumanie. Donc c'est beaucoup de médailles d'or. On va revenir là-dessus, sur tout ça, ce qui fait que vous avez été... Avec votre permission, Monsieur Rachid, une distinction de mes pairs roumains qui m'ont fait chevalier d'honneur de l'ordre pour l'ensemble de ma carrière, pour l'Académie des sciences et de l'innovation. Pour vos actions, pas votre engagement, mais pour vos actions en matière d'innovation. Pour l'ensemble de ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur et pour ce que je suis en train de réaliser en tant que coach des jeunes Marocains enseignants-chercheurs au niveau de l'innovation. Parce que ça fait 30 ans que vous êtes enseignant-chercheur, que vous êtes diplômé, vous êtes docteur. 40 ans. 40 ans, docteur en informatique. L'EMSI existe depuis 33 ans. Voilà, et j'ai démarré ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Nice. Ouais, et par la suite, Nice Sophia Antipolis. Mais on va revenir dans le détail de tout ça, parce que les décorations, les médailles d'or, le podium, c'est très bien. Et on vous en félicite, parce que c'est important d'incarner et véhiculer ce Maroc qui gagne et qui avance. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'est pas le cas où on voit aujourd'hui des étudiants en médecine du secteur public qui ont décidé de boycotter un examen. Un député qui a été pris la main dans le sac en fraudant lors d'un examen du baccalauréat en candidat libre. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette forêt, il y a l'EMSI et Kamel Dissaoui qui décroche des médailles. Donc voilà, avoir votre sentiment, vous, sur déjà la situation dans laquelle on est, tout ce qui peut se passer, y compris sur le boycott maintenu des étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le premier constat, le Maroc a besoin, il a un déficit de médecins. Ça, c'est un diagnostic, tout le monde ne peut qu'être d'accord. Le Maroc a besoin d'ingénieurs. S'il y avait exclusivement l'offre des écoles publiques, la politique de l'offshoring et un certain nombre de politiques, l'aérospatiale, l'aéronautique, tout ce qui est électronique embarquée, etc., le Maroc n'aurait pas pu satisfaire les besoins de ces sociétés. Et donc l'offre publique et l'offre privée se doivent d'être complémentaires dans l'intérêt du pays. Maintenant, cette offre publique et cette offre privée, il faut la gérer. Il faut que l'enseignement public reste un ascenseur social pour l'ensemble des classes qui ne peuvent pas se payer l'enseignement supérieur privé. Ceci dit, on ne peut pas être hermétique à l'enseignement supérieur privé parce que le Maroc n'a que 5% des effectifs d'étudiants, des étudiants globaux que nous avons au niveau du Maroc. La volonté... C'est-à-dire issus du privé, vous voulez dire? Oui. Le privé représente 5% sur le total des effectifs des étudiants. Le fait que des étudiants aujourd'hui disent, voilà, on veut pas que les étudiants de la fac de médecine, qui sont issus de fac de médecine privée, puissent jouir des mêmes droits en termes d'éligibilité à un examen que nous, vous trouvez ça anormal? Je trouve ça anormal, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a une loi, elle date de l'an 2000, qui a instauré la logique de l'ouverture des écoles privées, les accréditations, les équivalences et la reconnaissance. Les établissements de médecine reconnus délivrent des diplômes qui sont équivalents aux diplômes étatiques. Et donc le Marocain, qu'il ait un diplôme de l'enseignement public ou privé, a les mêmes droits constitutionnels quelle que soit l'origine de sa formation.
Et donc, on ne peut pas enlever des droits constitutionnels à un certain nombre de lauréats ayant un diplôme reconnu par l'État marocain, parce que sinon la problématique de l'équivalence doit se poser même des gens issus des pays de l'Est, etc. Donc la problématique... Est-ce qu'il n'y a pas une problématique d'ordre d'équité sociale entre ceux qui ont les par moyens contre, de financer les études de leurs enfants et ceux qui ont moins de moyens? Le dialogue se devait d'être instauré pour trouver des sorties positives en ayant un nombre de postes d'internat, un nombre de spécialités un peu plus important. On ne peut pas dire d'un côté on va intégrer et le public et le privé en gardant le même nombre de postes d'internat et le même de résidanat et de spécialités. Donc il aurait fallu augmenter le nombre de postes. Il aurait fallu par le dialogue trouver des solutions intelligentes. L'intelligence collective a manqué dans ce problème. Effectivement, le fait qu'il y ait année blanche, c'est quelque chose de préjudiciable pour tout le monde. Et en premier lieu, pas pour les étudiants et pour les parents des étudiants de ces établissements. En tout cas, au niveau de l'EMSI, vous avez 4500 étudiants, c'est ça? Oui, le groupe MC, Casablanca, Rabat et Marrakech, c'est 4500 étudiants. Il n'y a jamais eu d'étudiants qui ont appelé au boycott d'examen, vous qui présidez cette école depuis des années? Le boycott des examens est quelque chose d'extrême, mais il faut qu'il y ait un cas vraiment extrême, et nous n'avons jamais vécu de cas extrême de ce genre. Vous savez, quand on a affaire aux jeunes, il faut essentiellement qu'ils sentent que nous œuvrons au quotidien pour leur intérêt. Et à partir de ce moment-là, ils acceptent la discipline, ils acceptent tout ce qui s'ensuit, du moment que la confiance s'instaure entre administration, professeurs d'un côté, de l'autre côté, étudiants et parents. Et la dimension matérielle, parce qu'elle est quand même centrale aujourd'hui, on le voit, les classes moyennes dans notre pays se plaignent souvent de la cherté de l'école, des frais de scolarité. Donc je me dis, est-ce que lorsqu'on a envie d'intégrer l'EMSI, parce qu'on se dit, voilà, on a écouté la presse, on a lu la presse, on a regardé un petit peu les médias, et on se dit, voilà, c'est une école qui aujourd'hui compile, j'ai envie de dire, les médailles d'or, les médailles d'argent. Son président fondateur a été fait chevalier de l'ordre pour le progrès des sciences. Donc j'ai envie de rejoindre cette école-là. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a les critères d'éligibilité en matière de finances et d'argent, ça coûte combien chez vous? Alors, l'EMSI, depuis sa création, se voulait être accessible essentiellement aux classes moyennes qui ne peuvent pas partir à l'étranger et financer des études à l'étranger coûteuses, mais en même temps accessible par le prix et par la proximité, à des prix raisonnables qui sont à la portée de quelqu'un de la classe moyenne. C'est quoi un prix raisonnable? Le prix annuel est en deçà des 40 000 dirhams. Nous sommes à 39 000 dirhams. Pour l'histoire, les établissements de formation des cadres publics sont dans un coût budgétaire de 34 000 dirhams en frais de fonctionnement exclusivement. Et c'est une étude qui date d'il y a 20 ans. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, Kamel Essaoui, c'est que nous, vous coûtez légèrement plus que ce que coûte un ingénieur pour l'État, qui est dans le public. Non, un ingénieur coûte beaucoup plus cher, un médecin beaucoup plus cher. Un ingénieur coûte combien à l'État? Un ingénieur coûte à l'État, tout confondu, aux environs des 100 000 dirhams. 100 000 dirhams par an. Par an. Et chez vous, ça coûte 39 000 dirhams. Ça coûte à la famille. Oui, à la famille. Non, mais à la famille, c'est la famille. C'est la famille, les parents qui payent. C'est les parents qui payent. Et là, les 39 000 dirhams, ils permettent non seulement de faire vivre l'école, mais d'anticiper les mutations technologiques, d'investir sur les laboratoires pour qu'ils puissent être en conformité avec les technologies du futur, financer la recherche pour que les enseignants restent de qualité en contact avec leurs pairs étrangers, qui puissent aller participer au congrès, participer au salon d'innovation. Nous accueillons les congrès internationaux, et donc les 39 000 permettent de financer toutes les activités de l'école. Et ça suffit, 39 000? Puisque nous existons depuis 33 ans et que nous continuons à représenter le Maroc correctement, ça veut dire que c'est possible. Je vous dis ça parce qu'il y a des écoles où c'est 2 fois, voire 3 fois plus cher.
on est autour des 100 000, entre 80 et 120 000 dirhams l'année. Et chez vous, vous me dites, nous, c'est 39 000 dirhams, et on connecte nos enfants, nos étudiants en tout cas, avec le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, le monde futuriste, avec des laboratoires qui favorisent l'inventivité, la créativité, et on a des reconnaissances à l'international. Donc je me dis, est-ce que c'est votre modèle économique, si vous avez un secret particulier, ou c'est d'autres écoles qui, elles, sont extrêmement gourmandes? Je ne vais pas répondre pour les autres écoles. Disons que nous avons fait la preuve par neuf qu'avec 39 000 dirhams, c'est possible et nous continuons à vivre. Mieux que ça, nous avons eu la reconnaissance il y a une année et demie à peu près pour nos 3 écoles, l'école de Casablanca, l'école de Rabat et l'école de Marrakech. Nous sommes le seul groupe qui a l'ensemble de ces écoles qui sont reconnues par l'État. C'est un processus qualitatif coûteux parce qu'il faut avoir des enseignants permanents à hauteur de 60% et un certain nombre donc de prérequis pour postuler à la reconnaissance et l'avoir. Et nous n'avons pas augmenté nos prix. Ce n'est pas parce que nous avons obtenu la reconnaissance, nous étions en droit de le faire, mais nous n'avons pas augmenté pour la simple raison que nous visons l'accessibilité et la mixité sociale et que nous visons la classe moyenne pour qu'elle puisse continuer à venir au niveau de l'EMSI, à accéder au niveau de l'EMSI. Et nous avons envie d'accompagner notre société globalement et nos entreprises en particulier. On va y revenir dans leur quête d'ingénieurs, d'autant plus qu'il y a une autre aspirante vers l'Europe. Et donc nous avons la charge non seulement de... Aspirante, c'est-à-dire la mobilité des ingénieurs les ingénieurs partent à l'étranger. Oui. Ça vous dérange, vous? Donc, ça dérange les entreprises, pas nous. Oui, mais est-ce qu'au niveau de l'EMSI, vous avez des ingénieurs qui ont été amenés de promotion en promotion à partir à l'étranger? C'est que les lauréats de l'EMSI qui travaillent au niveau d'un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'entre eux, c'est des ingénieurs, ils ont des possibilités de partir vers l'étranger et donc ils quittent les sociétés marocaines. Et donc les écoles d'ingénieurs doivent former pour le développement de nos entreprises, mais également remplacer les lauréats qui partent, les ingénieurs qui partent. Mais est-ce que ça vous dérange qu'il y a de la mobilité, qu'il y a nous, ça ne nous dérange pas, mais ça dérange les sociétés marocaines et ça leur pose un problème de compétitivité, notamment les sociétés qui font de l'offshoring. Est-ce que ce qui pose problème surtout aux entreprises et aux entreprises des IT, d'ailleurs on a reçu le vice-président général de la PEB hier, est-ce que c'est le fait qu'ils ne trouvent pas d'ingénieurs ou qu'ils ne trouvent pas d'ingénieurs qualifiés et compétents et où la formation d'ingénieurs a été rénovée et en adéquation avec les demandes et les attentes du marché? Est-ce que c'est pas plutôt ça? Vous me posez la question de l'employabilité de nos lauréats. Oui. Sachez que nous avons une forte employabilité. C'est quoi? C'est 80-90%? Plus de 80% sur les 3 mois de l'obtention de leur diplôme. Ils ont leur diplôme, 3 mois après, ils décrochent un emploi. Certains décrochent leur emploi après leur projet de fin d'études en entreprise. Et lors des Job Days que nous organisons, nombreux sont les sociétés qui viennent recruter chez nous, qui font des tests, etc. Le forum MC Entreprise, c'est l'occasion de mettre en contact les entreprises et qui veulent recruter et nos lauréats. Et donc, nos lauréats sont très recherchés. Parce qu'ils sont bien formés, c'est ce que je voulais dire en fait. Bien formés. Formés, puis en fait ils ont une formation qui est à l'adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et nous avons les conseils qui veillent à ce qu'il y ait. Nous avons 2 conseils, le conseil de perfectionnement et le conseil scientifique. Le conseil scientifique qui veille à l'introduction dans nos cursus d'éléments nouveaux, par exemple tout ce qui est big data en informatique, tout ce qui est IoT en informatique industrielle. Les intelligences, tout ce qui est objets connectés, intelligence économique, l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, nous sommes en contact direct avec un certain nombre de sociétés, notamment l'association dont vous avez fait référence. Nous avons des contacts très étroit avec la PEBI. Avec la PEBI, pardon. Parce que la PEBI, ils disent qu'ils ont du mal, les entreprises IT, à trouver des ingénieurs en informatique. Vous êtes, vous, ingénieur en informatique, d'ailleurs? Je suis docteur en informatique, ex-enseignant à l'université. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'EMSI aussi, vous avez cette capacité à pouvoir satisfaire les besoins des entreprises IT? Vous savez que
À court terme, nous allons sortir quelque chose comme 1000 ingénieurs. L'EMSI, le groupe EMSI, Ouais. bientôt va être aux environs des 5000 étudiants. Étudiants, j'ai vu, Et ça veut dire qu'à terme, nous allons former à peu près 1000 ingénieurs. Et donc, nous faisons notre quote-part pour pouvoir donner aux entreprises des ingénieurs de qualité. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres établissements, aussi bien publics que privés, qui font ce travail. Et pour l'instant, nous ne voulons pas créer un mammouth qui risque d'être problématique. Nous voulons Pourquoi faire de la croissance au niveau de l'école, mais en gardant de la qualité, en gardant vous avez peur l'excellence qu'en académique. grossissant, votre souci en fait, c'est de maintenir Il faut grossir, la mais dimension de qualitative. manière intelligente, de manière à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la qualité, le corps professoral de qualité, parce que c'est l'excellence académique et le corps professoral qui permet de maintenir la qualité. Et l'excellence académique, c'est ce qui a été reconnu d'ailleurs à l'international avec les différentes médailles. Mais je veux juste revenir sur un point, le fait que vous soyez adossé à un fonds d'investissement, un réseau, d'ailleurs, ce qui est l'émanation de ce fonds d'investissement, c'est le réseau africain de l'enseignement privé. Honoris United Universities. Honoris United Universities. Est-ce que c'est ça qui vous a permis aussi, qui vous permet de grossir, de vous développer et de briller à l'international en décrochant des médailles d'or? Effectivement, c'est un choix stratégique de s'adosser à un fonds d'investissement et nous faisons partie de la première plateforme d'enseignement supérieur privé au niveau de l'Afrique, Honoris United Universities, qui existe sur plusieurs pays et qui, au niveau du Maroc, c'est l'EMSI, mais également Mondiapolis et l'école d'architecture de Casablanca. Et effectivement, le fait d'être adossé à un fonds d'investissement nous permet de réfléchir au développement dans une logique sereine, puisque le développement nécessite des fonds et que grâce au fonds d'investissement, nous pouvons le faire sereinement. Nécessite des fonds, mais exige aussi de la rentabilité de la part du bailleur de fonds, non? Je mets des sous. C'est normal, mais ça n'a pas la vision court-termiste qui prévaut pour ce fonds d'investissement parce qu'il sait que c'est de l'éducation et que l'investissement en ressources humaines nécessite quelques années. Un bachelier va intégrer une école et dans 5 ans, il va sortir lauréat. Et donc, il faut ce qu'il faut. Il faut laisser le temps au temps pour pouvoir postuler à des dividendes. Et donc, pour l'instant, les dividendes sont oubliés. Nous sommes dans une logique de développement et d'une croissance, aussi bien dans les écoles existantes, Casablanca, Rabat et Marrakech, mais nous lorgnons déjà du côté de la croissance régionale, puisque nous estimons que c'est anormal que la deuxième ville industrielle qui est Tanger, qui n'est pas des écoles d'ingénieurs en nombre, où il y a une formation importante en nombre et en qualité d'ingénieurs. Et donc, à partir de l'année prochaine, l'ouverture d'un MC à Tanger, c'est ce que vous attendez? MC à Tanger, et nous voulons faire chaque année un coup. J'entends par coup création d'une école dans une région déterminée. La prochaine sera la région de l'Oriental. Et par la suite, la région Donc, en fait, vous êtes sur une réelle dynamique de développement. Vous êtes parfaitement en adéquation et en phase avec le bailleur de fonds, ce fonds d'investissement. Donc, tout se passe bien. C'est-à-dire que la combinaison privé-financier... Ça se passe très bien, ouais. Mais nous sommes vigilants puisque nous estimons que nous ne pouvons pas faire de la croissance au détriment de la qualité, ça serait mortel. Et donc, d'où la politique de recherche pour former des formateurs qui vont accompagner cette croissance. 2018, c'était 11 doctorats soutenus par notre équipe. Et donc, c'est dire que nous marchons sur 2 pieds. À la fois la croissance que nous allons chercher au niveau régional, mais en même temps, garder l'essentiel au niveau qualitatif. Et ce qualitatif, c'est certes de l'infrastructure, mais essentiellement un corps professoral de qualité qui anticipe les mutations technologiques futures par la recherche et par l'innovation. Ça veut dire que l'école et l'éducation, ça peut marcher. Parce que très souvent on dit notre système éducatif, d'ailleurs vous avez vu, on est englué depuis des mois dans cette fameuse réforme et l'introduction de langue étrangère dans le supérieur, ça n'a toujours pas été acté.
Alors qu'il y a des modèles comme le vôtre qui marchent. Donc l'école, ça peut marcher. L'accès au savoir, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais nous avons également pris en charge les aspects soft skills, les aspects entrepreneurial pour pouvoir booster l'employabilité de nos lauréats. Les soft skills sont très demandés par les entreprises. Les certifications donc, sont très demandées par les entreprises. Et nous formons nos étudiants à la fois pour postuler un poste et travailler dans une entreprise, mais également nous les formons à l'entrepreneuriat. Et donc, dans ces équipes et ces brevets, il y a même des brevets d'étudiants qui, en fin de scolarité, une fois lauréats, ils ont un brevet enregistré et ils sont dans une logique de création de leur entreprise. Bien sûr, nous chargeons des aspects coaching au niveau technique, mais... vous avez des coachs qui interviennent. Justement, juste là-dessus, simplement, vos étudiants, il y en a 4500 aujourd'hui, vous ambitionnez 5000 d'ici peu, et de former 1000... Nous ambitionnons 5000, dépasser les 5000 l'année prochaine. L'année prochaine. Est-ce que dans ces 4500 existants, en tout cas aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous bien formés, savoir-être, savoir-vivre, maîtrisent plusieurs langues, n'ont pas de soucis particuliers ou pas? Bon, les soucis... Parce qu'au-delà de la dimension expertise... On les vit au quotidien, mais nous avons une stratégie qui consiste, au niveau de l'ingénieur, se dire que l'ingénieur se doit d'être au top niveau technologique, mais il doit avoir d'autres qualités autres que technologiques et techniques. Un ingénieur se doit de savoir lire un contrat, donc une formation en droit s'impose. Savoir communiquer et faire un rapport tant écrit que défendre son travail au niveau de la communication, de savoir communiquer. Savoir marketer aussi. Un ingénieur se doit de marketer son travail. Donc on est sur des postes, sur des fonctions évolutives aujourd'hui. Et donc nous cherchons à former des ingénieurs polyvalents pour ouvrir la possibilité et l'échantillon d'entreprises où ils peuvent travailler, mais en les dotant d'instruments non seulement technologiques, mais nous avons un certain nombre de modules importants, notamment linguistiques. Nous avons ouverture sur quelle langue prioritairement? Sur l'anglais. Dès la première année, une forte présence de la langue française pour accompagner nos bacheliers à qui ça pose un problème. Qui viennent essentiellement du public, les bacheliers. Essentiellement du public. Nos bacheliers viennent essentiellement donc renforcement de la langue française dès la première année chez vous, ou du privé, mais la tendance, la tendance, c'est qu'il y a un complément à leur dispenser au niveau du français. C'est 3 heures hebdomadaires de français. Par la suite, c'est 3 heures mutes, mais en technique d'expression et de communication, non plus en langue, à partir de la 3e année. L'anglais, ils doivent à leur sortie avoir un niveau d'anglais relativement correct, parce que aujourd'hui la technologie et les manuels, c'est essentiellement en anglais. Et donc un ingénieur se doit de connaître l'anglais dans une proportion relativement importante. Donc on va revenir sur la Roumanie. C'est la ville de Iași, c'est ça? Iași, exactement. Iași, c'était il y a quelques semaines, le mai dernier, sur ces ingénieurs de votre école, qui ont remporté des médailles d'or qui sont montées sur le podium. On a vu des photos circuler avec le drapeau national, une fierté nationale. Pour vous, ça a été aussi une fierté, d'ailleurs, je suppose, d'avoir été décoré et fait chevalier de l'ordre. Bien sûr, c'est une fierté nationale. Parce que nous voulons former des ingénieurs citoyens. Nous estimons que notre école se doit d'être une école citoyenne et dans les clubs existants, dans les associations d'étudiants existantes, nous cultivons cet aspect social et donc nos étudiants vont vers les enfants qui passent la nuit à Casablanca, dans les rues, et vont dans les bleds voir un petit peu les écoles rurales. Ils côtoient toutes les sociales, en fait. Nous cultivons cette logique citoyenne chez nos lauréats. Et bien sûr, nos enseignants
chercheurs, quand ils représentent le Maroc, quand ils sont dans un pays déterminé, bien sûr, la participation du Maroc engendre automatiquement la présence de notre drapeau national. C'est une fierté que de voir le drapeau national à côté des autres drapeaux dans un milieu d'innovation et de recherche. Parce que je crois qu'il y avait plus de 40 pays en Hongrie. Il y avait plus de 40 pays en Hongrie. Il y avait une vraie concurrence. Exact, bien sûr. Je précise le fait qu'il y avait 40 pays. Il y avait des Chinois en plus. Oui, sur Genève, il y avait des Chinois non seulement en nombre. Il faut dire que bon, la Chine, ce n'est plus le pays qui copie, etc., comme on a tendance à le croire. Ah ben non, Maintenant, le nombre de brevets des Chinois, c'est le nombre de brevets des Américains et des Européens réunis. Non, on l'a vu avec la bataille entre Huawei et... Exactement. Et donc, nos amis chinois sont en nombre dans les différents salons, notamment celui de Genève, qui est considéré comme le plus important au niveau de l'Europe. On a eu le plaisir d'avoir des visites successives de nos amis chinois qui sont venus passer 1 heure et demie sur notre stand marocain à demander des spécifications et des détails concernant notre brevet sur les usines connectées. Oui, sur les usines connectées, c'est le Smart Factory 4.0. Exactement. C'est ça. C'est l'un des brevets. C'est un des deux brevets. Nous en avons des dizaines, mais c'est l'un des brevets avec lequel c'est ce qui permet effectivement, donc c'est une ingénierie, une innovation technologique qui permet de relier techniquement et surtout la communication technologique entre sites industriels. Exactement. Et ça intéresse beaucoup une entreprise chinoise. Ça intéresse l'ensemble des Chinois qui travaillent dans le même domaine, qui eux sont arrivés à avoir un petit bout de notre brevet et donc qui s'étonnaient à ce que nous puissions avoir réussi à englober, à avoir quelque chose de plus global. Mais là, dans ce cas précis... Et donc, il y a des contacts, effectivement, avec les Chinois pour la valorisation de ce brevet spécialement. Ça veut dire quoi, Kamel Essaoui? Ça veut dire que par rapport ne serait-ce qu'à ces deux brevets qui ont été décorés du médaille d'or en Roumanie lors du Salon européen de la créativité et de l'innovation, est-ce qu'en termes de valorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un brevet, une invention, que vous allez... qui peut être commercialisé, exactement, développé et commercialisé par une institution de valorisation ou une société. Ça veut dire retour sur investissement pour l'école après? Exactement. C'est quoi ce journal? Est-ce que le modèle économique, voilà. Exactement. Parce que les différentes inventions, quand nos étudiants font des thèses avec des universités françaises, parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire ici localement, ça peut faire l'objet d'un brevet qui est commun à, par exemple, nous avons un brevet commun à l'INSA de Rennes et l'EMSI. Et il y a une instance valorisation au niveau de l'université de Rennes, qui est adossée à l'université, qui nous a demandé, bien sûr, l'autorisation de pouvoir valoriser cette recherche. En général, il y a des instances de valorisation au niveau national ou au niveau régional adossées aux universités qui puissent récupérer les brevets faits au niveau des universités et qui en font la promotion et qui cherchent les entreprises. Parce que notre vocation, ça n'est pas d'aller chercher des entreprises internationales, c'est beaucoup plus faire des brevets. C'est de créer. C'est de créer. Et donc, ça serait bien si nous pouvons avoir au niveau du Maroc des instances de valorisation qui, eux, s'occuperaient de ce volet-là. Mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, pour l'instant, vous êtes obligé d'avoir recours vous êtes adossé à une université, un pôle universitaire français à Rennes, c'est ça? Exactement. Voilà. Et donc, vivement qu'on a un pur produit, une chaîne de valeur purement marocaine. Exactement, c'est l'objectif. Donc ça, c'est le concept Smart Factory 4.0, donc avec en cours de valorisation et pour parler avec une entreprise chinoise. Mais l'autre concept qui a été aussi décoré qui a obtenu une médaille d'or, on est dans le domaine des villes intelligentes. En fait, c'est le Smart Graphique. Oui. Voilà, donc c'est les traitements par l'image et des points noirs, des embouteillages dans les villes et carrefours et qui permet de réguler les feux de circulation. C'est bien ça? Exactement. Voilà, donc je me dis en plus... il y a plusieurs modules pour réguler par traitement d'image les feux et donc ça suppose des carrefours gérés automatiquement par des automates programmables avec la possibilité... Donc tout ça, c'est dans le cadre d'une ville intelligente. Ça suppose qu'il y ait des caméras qui puissent... envoyer au niveau central des images pour qu'on puisse par traitement d'image voir un petit peu où est-ce qu'il y a
beaucoup de voitures, et ça prend en charge même le transport urgent de type pompier, de type ambulance, etc. Pour fluidifier. Mais là, est-ce que là, il y a une entreprise marocaine, ou plutôt une collectivité marocaine, comme la ville de Casablanca, qui s'est manifestée pour valoriser cette inventivité? Parce que nous, on est en plein dedans, hein, les points noirs, circulation. Exact. Hein? Nous avions un brevet, nous avons un brevet qui est toujours dans les Smart Cities, qui s'appelle Smarty Park, qui a lui aussi l'année dernière gagné plusieurs médailles d'or à l'international, qui lui s'occupait du stationnement, et effectivement nous étions en contact avec une ville marocaine pour le déploiement d'un prototype de Smarty Park au niveau d'un certain nombre d'artères dans cette ville. Mais à Casablanca, est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce qu'il y a Casablanca qui a décliné toute une vision de Smart City? Je vais trahir personne en disant qu'Ahmed Essaoui... C'est bizarre qu'au niveau de la ville de Casablanca, qu'ils ne soient pas intéressés par ces brevets marocains, alors qu'ils ont une approche ville intelligente qui tarde à venir, mais bon, il ne faut pas se contenter du salon, il faut être actif à l'écoute des inventeurs marocains. Ahmed Essaoui, vous êtes en train de me dire que les deux inventions qui ont été décorées au niveau, vous étiez sur le toit de l'Europe le mois dernier en Roumanie. C'est la première Smart Factory qui est suivie de près par une entreprise chinoise. Et la deuxième, c'est Smart Traffic qui est dans le domaine des villes intelligentes. Exact. Voilà. D'un côté, les Chinois s'intéressent à votre invention, et votre nous inventivité. Espérons que les Marocains puissent avoir des expériences pilotes. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, où on n'est pas en capacité effectivement d'être performant en inventivité, ou quand on l'est, les entreprises, ou en tout cas, la valorisation ne se fait pas. Oui, comment vous l'expliquez, vous, ça? Parce que vous êtes, j'ai envie de dire, entre guillemets, et je pense, si je peux me permettre, un vieux routard, ça fait plus de 30 ans que vous êtes là, et pourquoi on n'arrive pas? Vous êtes là sur le marché, vous avez une reconnaissance à l'international, et j'ai envie de dire, chez nous, ça quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, un complément d'information, c'est que nous avons participé durant ces 3 derniers mois à 4 salons, Archimède à Moscou, Genève, celui de Genève, celui d'Iasi en Roumanie et celui de Pologne. Et donc nous avons gagné un total de 8 médailles d'or et 1 médaille d'argent. S'agissant de la valorisation, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'instance de valorisation. Alors nous, nos enseignants-chercheurs, ils sont rodés pour pouvoir faire de la recherche, de la créativité, jusqu'à arriver à un brevet. Ça produit. Il nous faut des instances de valorisation, tant au niveau régional, à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, qu'au niveau national. Est-ce qu'il faut aller sur la création d'un salon de la créativité? Il faut réunir tous les acteurs. Est-ce qu'il faut que vous preniez contact et demander audience auprès du chef de gouvernement? Je sais pas. Nous travaillons dans le cadre d'Honoris United Universities, qui est une plateforme africaine, sur la création du premier salon d'innovation africain. Je veux dire, c'est bien inventé, mais si en plus l'invention marocaine d'un pays doit profiter à un autre territoire, je trouverais ça dommage et dommageable. Je ne peux être que d'accord sur cette logique. C'est parfaitement logique. Ça vous embête, ça? Ça ne m'embête pas personnellement, mais ça m'embête en tant que patriote. J'aimerais bien qu'on puisse aller au-delà d'un brevet enregistré à l'international et au niveau national, qu'on puisse faire de la valorisation à l'image de ce qui se fait à l'étranger. Parce que j'ai l'impression que la valorisation et la transformation, culturellement, on a du mal, en fait. C'est ça? On a du mal à transformer nos oranges, nos agrumes, pour en faire des produits à forte valeur ajoutée sur le rayonnage de magasins, d'épiceries et de grandes surfaces. Et là, au niveau de l'invention, l'inventivité, la créativité, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et je découvre ça avec vous. Pas au niveau de l'orange, vous pensez bien que, pour l'instant, c'est encore plus difficile au niveau de la valorisation des brevets et des inventions. Après la Pologne, après Moscou, la Russie, après Genève, la Suisse, c'est quoi l'étape d'après? Parce que là, vous êtes sur un trend, voilà, ça monte. Est-ce que vous allez essayer de vous frotter aux géants? Les géants des géants, c'est-à-dire des géants, le temple de la technologie, c'est Silicon Valley. Ouais. Et vous allez frotter j'ai l'occasion, qui m'est offerte aujourd'hui, d'annoncer aux Marocains que nous allons à Silicon Valley, du 24 au 26, participer pour la première fois. Et c'est la première fois que le Maroc est présent à la Silicon Valley en tant
établissements d'enseignement supérieur d'ingénierie, nous allons participer avec 3 brevets, les 2 brevets et un autre brevet. Et nous espérons revenir ou annoncer à partir du 26 où les résultats seront donnés. 26 juin, vous partez. Le 26 juin. Ouais. Le salon a lieu du 24 au 26. Qu'est-ce que vous allez présenter comme projet, comme Les projet innovant les projets gagnants, Oui. que sont Smart Factory et Smart Traffic. Smart Traffic, et un autre projet de télévision multiview. Télévision multiview. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un brevet qui permet d'avoir plusieurs vues en même temps sur une télévision. Donc c'est un brevet. Bon, je ne vais pas expliquer Oui, non, mais c'est juste pour la savoir nouveauté. Au retour. Donc là, vous partez quand vous là, Je pars aujourd'hui. Le voyage vers Avec combien d'étudiants? La Silicon Valley est long. C'est 15 heures de vol. Et donc, le temps de pouvoir arriver, se reposer, monter le stand, être à l'écoute des jurys, etc. Et donc, en tout cas, en compétition du 24 au 26. La compétition, le stand sera monté le 23 et la compétition, et le passage des jurys, etc. C'est du 24 au 26. On suivra de près. Donc, les 2 projets qui ont décroché les médailles d'or en Roumanie montent d'un cran dans la cour des grands. Là, après le toit de l'Europe, c'est un peu la Silicon Valley, c'est le toit du monde. Là, après avoir montré ce dont nous sommes capables en glanant des médailles, tant au niveau de l'Europe qu'au niveau de l'Asie, parce que ça fait un certain nombre d'années que nous représentons le Maroc dans ces salons d'innovation. Nous sommes pratiquement à 70 médailles et distinctions sur les 3 dernières années. Cette année, spécialement, nous avons eu des résultats plus que probants, puisqu'il s'agit de 8 médailles d'or, une médaille d'argent, le Public Award également, mais d'autres distinctions d'organismes de pays, mais également d'organisations internationales d'innovation. Et là, effectivement, nous voulons aller voir qu'est-ce que ça vaut. Le temple de la technologie. On le saura bientôt. Le 26. En tout cas, donc, ça veut dire que vous allez suivre la CAN, le début de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et le premier match de l'équipe nationale, parce que là, il y a aussi le drapeau qui est en jeu sur un terrain, là, en l'occurrence, pas de l'ingénierie, de l'inventivité, mais sur du ballon rond et du football. Ça commence dimanche, donc vous serez Bien sûr. Supporter numéro 1. Je serai supporter, peut-être pas numéro 1, mais un supporter à l'image de tous les Marocains. D'autant plus que je suis un ancien dirigeant du TAS, Tihad al-Bidawi, que j'avais dirigé à un certain moment, et que je suis, comme tout Casablancais, friand de football, ayant exercé un petit peu le ballon rond moi-même, et donc c'est légitime en tant que Marocain de pouvoir encourager et supporter notre équipe nationale. Donc en tout cas ça démarre, vous c'est de la Silicon Valley, donc en tout cas ça démarre vendredi la compétition, le lancement officiel, match d'ouverture, et premier match du Maroc dimanche. Je verrai ce match avec un décalage, mon fils installé à Los Angeles, donc il sera avec moi sur la Silicon Valley, il vient me voir, il fera le déplacement, et c'est un ancien gardien du WAC et de l'équipe nationale. Ah, votre fils? Du temps de Bouno. Donc, c'était le premier goal du WAC cadet et junior et le goal de l'équipe nationale cadet à l'époque. Merci en tout cas, Kamé Dessaoui. C'était un plaisir. Et bravo une fois de plus à vous. Bravo, chevalier de l'ordre pour le progrès des sciences et de l'innovation, parce que c'est ça, c'est cette reconnaissance. Je voudrais vous remercier parce que vous mettez en relief le travail des jeunes chercheurs marocains qui, à chaque fois, ces jeunes Marocains qui sont mis dans un environnement favorable, peuvent donner des résultats très probants. La preuve par 9, c'est que les enseignants-chercheurs de l'EMSI, mis dans une situation favorable en termes de budget, en termes d'infrastructures, en termes de possibilités de voyager, d'assister à des congrès, etc., sont en train d'apporter au Maroc
et à lever le drapeau marocain très haut dans un certain nombre de salons très prisés au niveau international. Et d'ailleurs, la preuve, ça sera la prochaine étape, ça sera la Silicon Valley. Parce qu'après la Silicon Valley, il n'y a plus rien. Hein. Après la Silicon Valley, vous attaquez au haut du panier, là. En tout cas, bonne chance à vous. Nous allons arriver au sommet, mais par la suite, il faut toujours travailler pour rester au sommet. Exactement. C'est le plus haut. On nous dit que le plus difficile, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Exactement. Merci en tout cas, Kamel Essaoui. Je rappelle que vous êtes donc président fondateur de l'EMSI, l'École marocaine des sciences de l'ingénieur, qui, sur les 2 derniers mois, a cumulé les médailles d'or, les médailles d'argent, et vous, qui avez été fait chevalier de l'ordre pour le progrès des sciences et de l'invention. Ça s'est passé en Roumanie, c'était mi-mai, lors du salon européen de la créativité et de l'innovation. Exact. Donc félicitations une fois de plus à vous. Bonne chance pour la Silicon Valley. On croise les doigts. On croise les doigts, mais je suis serein et je fais confiance aux jeunes Marocains. Voilà. Mais merci en tout cas une fois de plus à vous. Bonne chance et belle journée et bon voyage. Merci, Rachid, et merci au matin.